J'étais toxicologue. J'avais mon appartement, ma carrière, mon indépendance. J'ai épousé Thomas par amour, mais son amour portait une ombre. Monique, la mère parfaite, la veuve dévouée, la présence constante. Les clés de mon appartement, que Thomas lui avait remises comme un geste de famille, étaient en réalité un laissez-passer permanent vers mon territoire. La rupture n'est pas venue avec des cris. Elle est venue dans un silence. Un dimanche, après que 200 € avaient disparu de mon tiroir. Thomas, sans même lever les yeux vers moi, a dit « Tu es toujours épuisé. Tu l'as sûrement rangé ailleurs et tu ne t'en souviens plus. » À cet instant précis, quelque chose s'est figé en moi. Ce n'était pas l'argent, c'était le mépris, la certitude froide que pour lui, j'étais déjà le personnage instable de l'histoire. Là, j'ai compris que j'étais seule. J'ai arrêté de réagir. C'était une décision consciente, froide, prise le soir même où l'on m'avait traitée de folle pour avoir réclamé mon propre argent. Si j'étais le personnage instable, alors je jouerais ce rôle. Mais mon instabilité ne serait pas bruyante. Elle serait silencieuse, attentive. J'ai commencé à cataloguer les abus comme on catalogue des échantillons en laboratoire. Tout était une question de données. Monique arrivait sans prévenir, toujours avec la même excuse. Je vous ai apporté une brioche encore chaude. La brioche restait sur la table, mais elle allait droit dans ma buanderie, utiliser mon lave-linge et mon sèche-linge. Les factures d'eau et d'électricité ont explosé. Thomas disait que j'exagérais. Laisse maman se servir, la pauvre. Sa machine à elle est vieille. J'ai juste noté. J'ai noté l'augmentation de 35% sur la facture d'électricité. L'exploitation est devenue un sport. Mes crèmes de visage importées, que j'achetais avec mon propre argent, s'épuisaient de plus en plus vite. Un jour, je suis rentrée et j'ai trouvé le salon réarrangé, les meubles déplacés. Monique souriait depuis ma cuisine, s'essuyant les mains dans mon torchon. Comme ça, c'est plus aéré, ma chérie. Avant, ça manquait de respiration. Elle parlait de mon appartement, celui que j'avais acheté, celui que je payais. J'ai souri en retour et j'ai noté invasion de territoire, tentative d'effacement de mon identité. Thomas est arrivé plus tard, a regardé autour de lui et a dit « C'est bien, ma mère a du goût ». Je n'ai rien dit, je l'ai simplement observé m'effacer de ma propre vie. La cuisine était son terrain de bataille principal. Monique tenait à cuisiner les week-ends. Elle utilisait mes casseroles, mes épices, mon gaz, et laissait la vaisselle pour moi. Tu rentres tellement fatiguée, Claire, c'est le moins que je puisse faire pour la famille. Le service était pour elle, le travail était pour moi. Je mangeais peu, alléguant toujours la fatigue ou le manque d'appétit. Je ressentais déjà un malaise constant que j'attribuais au stress à l'époque, une fatigue qui pesait dans les os, un brouillard mental qui me ralentissait. Je ne savais pas encore que c'était une répétition générale, un test pour voir jusqu'où mon corps tiendrait. Et moi, la toxicologue, je n'avais pas vu le poison déjà servi en dose homéopathique. Le point final silencieux est venu un mardi soir. J'étais au salon, en train de corriger des rapports de laboratoire. Monique et Thomas parlaient à la table de la salle à manger, croyant que je n'entendais pas. Le sujet était sa voiture, un vieux modèle toujours en panne. Monique soupirait, dramatique. « Ah, mon fils, je ne sais pas ce que je vais faire. Cette voiture est mon fardeau, et moi qui ne peux pas vous aider comme je le voudrais. » Thomas, dans son rôle de fils parfait, a répondu immédiatement. Sa voix était douce, complice. « Maman, ne t'inquiète pas avec ça, on va arranger ça. » Il y eut une pause. Je n'ai pas levé les yeux de mes papiers, mais mes oreilles étaient en alerte maximale. Claire a cet argent de côté, celui du projet qu'elle a vendu. Il dort là, il ne rapporte même pas grand-chose. On en prend une partie, on t'achète une voiture neuve, une bonne, pour ne plus avoir de problème. Il parlait de mon argent, le bonus que j'avais reçu pour un projet que j'avais mené pendant 2 ans. Il en parlait comme si c'était le nôtre, comme si la décision était déjà prise. Monique a feint d'hésiter une demi-seconde. Mais mon fils, est clair, c'est son argent à elle. La fausseté dans sa voix était palpable. Elle comprendra, maman, on est une famille, il faut savoir faire des sacrifices.
Je suis restée immobile. Ils parlaient autour de moi comme si je n'étais pas là. Ils disposaient de mon avenir, de mon travail, au nom d'une famille où je n'étais que la pourvoyeuse silencieuse. C'est moi qui avais payé ce dîner, et eux planifiaient comment prendre le reste. La porte a claqué avec un cliquetis doux, définitif, le bruit de l'ascenseur qui arrive et repart, puis le silence, un silence lourd, dense, plein de mots non dits et de plans exposés. Je suis restée debout au milieu de mon propre salon, désormais un territoire étranger redécoré par leur audace. Sur la table de la salle à manger, l'assiette sale de Thomas et la serviette de Monique. À côté, un dossier avec les formulaires de virement. Ma signature était la seule chose qui manquait. Leur voix résonnait dans ma tête. On en prend une partie. On t'achète une voiture neuve. La voix de Thomas, si calme, si sûre d'elle. Il n'avait pas demandé. Il avait informé. Elle comprendra, maman. On est une famille. Famille. Ce mot qui, dans leur bouche, sonnait comme une sentence, une obligation unilatérale où j'étais le seul sacrifice acceptable. Être la bonne épouse, la bonne belle-fille, avait toujours signifié être l'idiote silencieuse, la pourvoyeuse qui finançait sa propre annulation. J'ai pris le stylo. Le plastique bleu était froid contre ma peau. Pendant une seconde, ma main a tremblé. C'était le poids de toutes ces années de conditionnement, la petite fille sage qui criait en moi de ne pas faire de vagues, de céder encore une fois, de signer et d'acheter la paix. Mais quelle paix? La leur, construite sur les décombres de ma dignité. Je me suis souvenue du visage de Thomas, me regardant avec cette pitié condescendante quand l'argent avait disparu. Tu es toujours fatigué, tu l'as sûrement rangé ailleurs. Il ne m'avait pas défendu, il m'avait diagnostiqué. Cette image a éclaté dans mon esprit, comme un os qui se brise. L'hésitation s'est dissoute, le tremblement a cessé. Ma main est devenue ferme. Ce que j'allais faire n'était pas une explosion de colère, c'était une correction de données, une conclusion logique fondée sur des années d'observation. Ils n'étaient pas une famille, ils étaient des prédateurs. J'ai ignoré le papier sur la table. Je suis allée vers mon ordinateur. Mes doigts ont volé sur le clavier, froid et précis. Identifiant, mot de passe, code de validation. L'écran de la banque s'est ouvert. L'investissement était là, le montant exact qu'il convoitait. Je n'ai pas cliqué sur virer. J'ai cliqué sur racheter. La totalité. Vers mon compte courant personnel. L'opération a pris 18 secondes. Ensuite, j'ai ouvert l'email qui était dans mes brouillons depuis 3 semaines. Le destinataire était le meilleur avocat en droit de la famille de la ville. L'objet, contrat de service. J'ai joint le relevé de mon investissement désormais liquidé. Dans le corps du message, j'ai tapé une seule phrase. Nous pouvons commencer. J'ai envoyé. Le silence de l'appartement n'était plus oppressant. Il était mien. Chaque atome d'oxygène m'appartenait à nouveau. Je n'avais pas crié, pas pleuré, pas cassé une seule assiette. J'avais juste signé leur fin d'un clic. Et j'ai attendu. Leur retour serait bruyant. Et moi, je regarderais, en silence. Je me suis réveillée le lendemain avec une clarté qui m'effrayait. Le poids que je portais sur les épaules depuis 4 ans avait disparu. Pas de culpabilité, pas d'anxiété, juste un soulagement froid, tranchant. La liberté était un muscle que j'ignorais avoir et qui s'étirait maintenant, douloureux et vivant. Je me suis levée, j'ai fait mon café et je me suis assise à table. Le silence du matin était mien. Quand Thomas et Monique sont arrivés pour le petit déjeuner comme si de rien n'était, j'ai souri, un sourire calme, serein. Monique a porté un gâteau, son trophée de victoire. Thomas m'a embrassé le front, le baiser d'un propriétaire sur son animal de compagnie obéissant. Ils m'ont vu là, tranquille, et ont confondu mon silence avec de la soumission. Ils croyaient que j'avais cédé, que la gentille fille était revenue. Ils n'ont pas vu la toxicologue en train d'analyser la dose finale. J'ai bu mon café lentement, en les observant tous les deux, et pour la première fois, je n'ai rien ressenti. C'était comme regarder une expérience à travers une vitre.
Les jours suivants ont été un exercice de contrôle. J'étais l'actrice principale dans la pièce de la famille heureuse. Thomas passait des heures au téléphone avec des concessions automobiles, décrivant la voiture de rêve de sa mère. Monique apportait des magazines de décoration, planifiant comment dépenser le reste de notre argent pour redécorer notre appartement. J'écoutais tout avec une attention vague, hochant la tête, repoussant la signature des papiers, avec des excuses sur ma charge de travail au laboratoire. On verra ce week-end, chérie. Je suis épuisée, je disais. Et ils me croyaient. J'évitais de croiser leurs regards. Pas par peur ou par culpabilité, mais pour ne pas trahir l'éclat du triomphe dans les miens. Mon calme était mon arme, mon sourire, mon bouclier. Le pire moment est venu le vendredi soir. Nous dînions, et Thomas, après un verre de vin, a pris ma main sur la table, le regard brillant d'autosatisfaction. Il a regardé Monique, puis moi, et a dit, la voix chargée d'une fausse émotion, « Cette fois, c'est vrai, on va enfin avoir la vie qu'on mérite. » J'ai juste souri, un sourire petit, contenu. Il y a vu l'épouse qui le soutenait. Monique y a vu la belle-fille vaincue. Aucun des deux n'a perçu ce que ce sourire signifiait vraiment. C'était le dernier clic du verrou, le son silencieux du piège qui se referme. La vie qu'ils méritaient était en effet à quelques heures seulement, et elle ne ressemblait en rien à ce qu'ils imaginaient. Le samedi est arrivé, lourd et dense. C'était le jour du dîner chez les amis les plus proches de la famille de Thomas, un couple qui le traitait comme un fils. C'était la scène parfaite pour célébrer la famille heureuse et unie que nous étions aux yeux du monde. Je me suis habillée comme le personnage qu'ils attendaient, une robe sobre, un sourire affable, la posture de l'épouse qui soutient. À l'intérieur, j'étais un tableur Excel. Chaque pas, chaque mot, chaque sourire était un calcul. Mon avocate avait été claire. Jusqu'à la signification, tu es l'épouse parfaite. Tout faux pas et il peut alléguer abandon du domicile conjugal. Sois la Claire qu'il connaît. Et c'est ce que j'ai fait. L'odeur de la viande rôtie emplissait la maison. Les conversations étaient animées, les rires un peu forcés. Monique, aux côtés de Thomas, rayonnait. Elle racontait à tout le monde, avec l'humilité feinte d'une sainte, la voiture neuve que les jeunes allaient lui offrir. Ils insistent tellement, disait-elle en soupirant. Je leur dis que ce n'est pas nécessaire, mais le cœur d'un fils, c'est comme ça, généreux. Thomas m'a enlacée par les épaules, me plaçant au centre de l'histoire. C'est Claire qui est la plus enthousiaste. Elle sait à quel point ma mère le mérite. J'ai senti tous les regards se poser sur moi. J'ai souri et hoché la tête. Mon avocate me facturait à l'heure pour m'apprendre à mentir avec tout mon corps. L'argent était bien dépensé. La panique est montée, glaciale, quand l'ami de Thomas, un ancien notaire, s'est tourné vers moi. « Alors c'est vous qui gérez les finances, Claire ?» Thomas m'a dit que vous êtes très douée pour les placements. J'ai senti l'air se raréfier. « J'essaie, ai-je répondu, ma voix un fil. Thomas, fier de son épouse compétente, a enchaîné. Elle doit régler les documents de notre placement cette semaine. On va utiliser une partie, mais le reste, elle va le réinvestir. N'est-ce pas, chérie ? Il m'a regardé, attendant une confirmation. Le placement n'existait plus. L'argent était en sécurité et le seul virement que je ferais serait sur le compte de mon avocate. Mon cœur battait contre mes côtes, un tambour de guerre silencieux. « Oui, bien sûr, ai-je dit, prenant une gorgée de vin pour dissimuler le tremblement. J'ai juste besoin que tu signes l'autorisation de virement qui es-tu dans notre dossier, Thomas. Le conseiller de la banque l'a demandé. » C'était un mensonge. Il n'y avait pas de conseiller, pas de dossier qui comptait, mais il ne le savait pas. Et, dans son arrogance, il a simplement souri, satisfait. « Laisse-moi faire ça, on règle ça lundi. » Il avait scellé son propre sort avec un sourire. Et j'ai souri en retour, l'épouse parfaite, complice de sa propre ruine. Je vivais dans un état d'alerte constant, comme un animal acculé qui feint le calme. Chaque jour était une performance. Je partais au travail, passais des heures au laboratoire, et en rentrant, je trouvais mon appartement, mon sanctuaire, occupé. Monique était toujours là, avec une excuse pour rendre service. Un jour, elle avait rangé mes placards. Le lendemain, réorganisé mon cellier.
Je la remerciai avec un sourire mort. Elle n'aidait pas. Elle marquait son territoire, me repoussant hors de mon propre espace, centimètre par centimètre. Le plaisir malsain que je ressentais à les voir si aveugles était mon carburant. Leur arrogance était le poison et l'antidote. La quasi-catastrophe est arrivée un mercredi. J'avais un appel vidéo programmé avec mon avocate à 19 heures. Thomas avait prévenu qu'il rentrerait tard, une réunion importante. Je m'étais installée dans mon bureau, la porte fermée à clé, les écouteurs aux oreilles. Sur l'écran, le visage sérieux de Maître Leblanc me guidait vers les prochaines étapes. La signification lui sera remise vendredi à son bureau. Ce sera discret. Pour Monique, ce sera à son domicile. Nous avons besoin que vous ne soyez pas dans l'appartement quand cela se produira. Je confirmai, notant tout, quand j'ai entendu le bruit de la clé dans la porte d'entrée. Je me suis figée. Tout mon corps s'est contracté. Il était 19h15. Thomas était rentré plus tôt. Sur l'écran de l'ordinateur, visible pour quiconque entrerait, s'affichait le titre du document que nous discutions, requête en divorce contentieux et liquidation du régime matrimonial. Une panique blanche a remonté le long de ma colonne vertébrale. D'un seul mouvement, j'ai refermé le couvercle de l'ordinateur d'un coup sec, le claquement résonnant dans le silence de l'appartement. « Claire !» La voix de Thomas a retenti, tout près de la porte. J'ai respiré profondément. Une fois, 2 fois, j'ai ouvert la porte en forçant un bâillement. « Ah, tu rentres tôt. » Il m'a regardé, méfiant. « Tu parlais avec qui ? J'ai entendu des voix. » Mon esprit a travaillé à toute vitesse. « Ah, c'était Sophie, du labo. Un problème avec un des échantillons. Une corvée. » J'ai désigné l'ordinateur fermé. « C'est réglé. » Il n'avait pas l'air convaincu. Il est entré dans le bureau, regardant autour de lui, comme s'il cherchait quelque chose de déplacé. Il a passé devant moi et s'est approché de mon bureau. Mon cœur s'est arrêté. Il était à quelques centimètres de l'ordinateur qui contenait ma liberté et sa destruction. Il s'est penché, mais pas vers l'ordinateur. Il a pris un livre sur l'étagère du bas. « Je vais lire un peu avant de dormir », a-t-il dit d'une voix neutre. Il est sorti du bureau sans se retourner. Je suis restée debout, les jambes vacillantes. Le plaisir de l'avoir trompé était électrique, une drogue dangereuse. Je marchais sur le bord du précipice, mais la vue de leur chute était spectaculaire. Le lundi s'est levé avec la tension d'une corde à bout de portée. Thomas s'est réveillé euphorique, l'homme de la maison sur le point de tenir sa promesse. Il fredonnait en préparant le café, l'odeur de la boisson se mêlant à celle de son arrogance. Monique est arrivée peu après, les yeux brillants de l'impatience de la victoire. Ils se sont installés à ma table de cuisine, prenant possession de mon espace, de ma matinée, de mon avenir. Je les observais par-dessus ma tasse, en silence. « On règle l'affaire de la voiture de maman aujourd'hui, n'est-ce pas, chérie ?» a dit Thomas en me souriant. « J'ai juste besoin que tu me donnes les identifiants du placement pour que je puisse déjà regarder les modèles avec le vendeur. » Il ne demandait pas, il ordonnait. J'ai senti une sueur froide sur ma nuque. Les codes sont enregistrés sur mon ordinateur, dans le bureau. « Tu peux y aller, » ai-je répondu, la voix parfaitement neutre. Il s'est levé, victorieux, et est allé dans le bureau. J'ai entendu le clic de l'ordinateur qui s'allumait. Monique me regardait, un sourire de supériorité sur le visage. Le silence s'est étiré pendant 1 minute. Puis j'ai entendu un bruit de clavier frustré. Un autre. Un clic plus fort. La chaise a raclé le sol. Thomas est apparu dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Le visage un masque de confusion. « Claire, le compte ne s'ouvre pas. Il dit que les identifiants sont incorrects. Tu as changé le mot de passe ?» Il n'était pas encore en colère. Il était perplexe. La possibilité que j'ai agi ne rentrait pas dans son esprit. Je l'ai regardé, droit dans les yeux, contrôlant chaque muscle de mon visage. Pas que je sache. Ce doit être une instabilité du système de la banque. Réessaie plus tard. Le mensonge est sorti facilement, lisse. Mais Monique, avec son instinct de prédatrice, a senti que quelque chose n'allait pas. Ou peut-être que tu ne veux pas qu'il voie, n'est-ce pas, Claire? Il y a quelque chose que tu ne veux pas que mon fils sache? Sa question a flotté dans l'air, venimeuse. Thomas m'a regardé, puis a regardé sa mère, la graine du doute enfin plantée. « De quoi tu parles, maman ?»
Avant que j'aie eu besoin de répondre, mon téléphone a sonné. C'était mon alarme pour partir au travail. L'excuse parfaite. Je dois y aller ou je vais être en retard, ai-je dit en me levant. On règle ça ce soir. Je me suis retournée et suis partie, sentant les 2 paires d'yeux plantés dans mon dos. La guerre froide était terminée. La température montait. Je ne suis pas allée directement au laboratoire. Je suis allée à l'appartement que mon avocate avait loué pour moi. Un endroit petit, impersonnel, mais qui sentait la liberté. J'y ai déposé mes affaires, j'ai respiré profondément, et c'est seulement alors que je suis allée au travail, où j'ai passé la journée dans un état d'alerte fiévreux. Mon téléphone a vibré à 16 heures. C'était Thomas. J'ai ignoré. Il a vibré à nouveau. Et encore, à 17 heures, un message de Monique. Ton mari ne va pas bien. Tu ferais mieux de venir à la maison maintenant. Nous devons parler. La manipulation était si évidente qu'elle en était pathétique. Je savais ce qui se passait. Il avait appelé la banque. Leur château de sable s'effondrait. Quand je suis arrivée à l'appartement, la scène était exactement comme je l'avais imaginé. Thomas était assis sur le canapé blême, non pas de maladie, mais de colère. Monique faisait les 100 pas, un animal en cage. Le relevé de mon compte personnel, imprimé, était jeté sur la table basse. Il l'avait obtenu d'une façon ou d'une autre. Son visage s'est contracté quand il m'a vu. Où est-il, Claire? La voix était basse, menaçante. Où est mon argent? Monique s'est arrêtée. Notre argent, l'argent de la famille, voleuse. J'ai fermé la porte derrière moi, le cliquetis résonnant comme la détente d'une arme. Il n'était plus nécessaire de feindre. Premièrement, cet argent est à moi, le fruit de mon travail. J'ai regardé Thomas droit dans les yeux. Deuxièmement, il est en sécurité, loin des profiteurs. Le mot a atteint Thomas comme un coup de poing. Il s'est levé, le visage rouge. Comment tu oses, après tout ce qu'on a fait pour toi? Ma mère, je l'ai coupée. Ta mère, qui utilisait mon appartement comme sa laverie privée et m'empoisonnait avec sa cuisine pour que je me sente faible et dépendante. L'accusation du poison était un bluff, un mélange d'intuition et de colère, mais elle a atteint sa cible. Monique s'est figée, les yeux écarquillés de stupeur. À cet instant, j'ai eu la certitude que je n'étais pas si loin de la vérité. Thomas est resté sans voix, regardant tour à tour sa mère et moi. « Tu es folle !» « Non, ai-je dit, le calme revenant, glacial et absolu. Je suis divorcée. » À cet instant précis, la sonnette a retenti. Un son net, ponctuel, tranchant l'attention. Ils se sont retournés vers la porte, désorientés. Pas moi. J'ai marché jusqu'à elle, chaque pas une affirmation de pouvoir. J'ai ouvert. Un homme en costume, avec une serviette à la main, a demandé formellement. « Monsieur Thomas Mercier ?» Thomas, hébété, a seulement hoché la tête. L'homme lui a remis une enveloppe Kraft. « Et madame Monique Mercier ?» Il a remis la deuxième enveloppe à la femme paralysée près du canapé. Elle l'a prise de la main tremblante, sans comprendre. J'ai fait un pas en arrière, laissant la scène se dérouler. Thomas a déchiré l'enveloppe, ses yeux parcourant le document. J'ai vu le moment exact où la réalité l'a frappé. La requête en divorce, l'ordonnance de protection, la notification de la plainte pour abus de confiance que j'avais déposée contre Monique. Son visage s'est effondré. L'arrogance, la certitude, tout s'est dissous en panique pure. Il m'a regardé, les yeux suppliants. Claire, je l'ai simplement regardé. Le silence dans la pièce était total, brisé seulement par le bruit du papier tremblant dans la main de Monique. La tempête était arrivée, et j'en étais l'œil. Calme, dévastatrice, libre, je suis assise sur le sol de ma chambre, la porte fermée à clé. D'ici j'entends tout. Les cris ont commencé doucement, un murmure d'incrédulité. Maintenant, c'est un déluge de colère. J'entends la voix de Thomas, brisée, répétant mon prénom comme une malédiction. J'entends Monique, le choc initial, laissant place à des sanglots aigus, performatifs, le son d'une victime qui sait qu'elle a été prise. L'appartement qui pendant 4 ans a été la scène silencieuse de mon effacement est maintenant un opéra de chaos.
et je suis le public seul de l'autre côté de la porte. Mon téléphone ne cesse de vibrer sur mes genoux. L'écran s'allume avec son nom. Thomas, Thomas, Thomas. Les messages arrivent en torrent. Claire, réponds. On peut parler. Tu ne peux pas faire ça à ma mère. S'il te plaît, reviens. Chaque notification est un coup dans l'estomac. Mes mains tremblent. Ce n'est pas de la peur, c'est l'écho de l'explosion. L'adrénaline d'avoir enfin appuyé sur le bouton. Je regarde la porte. Le téléphone qui vibre. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne sais pas quelle est la prochaine étape logique. Il n'y a pas de protocole pour ça. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Dites-moi, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Vous répondriez à cet appel? Suis-je le monstre qu'il crie que je suis? Suis-je la méchante pour avoir mis un point final ou suis-je simplement la survivante qui a mis trop de temps à réagir? J'ai besoin que vous me le disiez. Parce qu'ici, enfermée dans ma chambre, avec la vie que je connaissais, qui s'effondre en cris de l'autre côté de la porte, j'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule. Le téléphone vibre à nouveau. C'est un numéro inconnu. Mon estomac se serre. Je ne sais pas si je suis capable de répondre.